Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la section des retraités de la FEC FO. Les retraités ne votent pas. Ceci étant, j'ai interrogé mes camarades qui ont entendu le rapport de Sébastien Busiris. Ils en sont très satisfaits. Donc, même si je ne vote pas, ça lui fera sans doute plaisir. Je voulais vous dire que, alors d'une part, que je n'ai pas de citation sous la main, donc je ne vous en ferai pas. Et par ailleurs, je chante comme une casserole, donc vous y échapperez. Également à cette torture. Bon, il me revient le redoutable honneur d'être le dernier, donc je vais essayer de ne pas faire durer les choses trop longtemps. En tant que retraité, je dirais que le sentiment que nous avons, en regardant ce qui nous tombe sur la tête, à travers le PLFSS et beaucoup d'autres mesures, ce sera un peu de dire, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait, nous, les retraités? On pensait qu'on avait, puisque nous sommes la génération des boomers, n'est-ce pas, un petit peu contribué quand même à redresser le pays, un petit peu quand même contribué à faire en sorte que l'économie se porte mieux, et puis surtout, on est quand même ceux qui ont créé la sécurité sociale. Eh oui, je ne reviendrai pas sur l'excellente intervention de Frédéric No et la non moins excellente intervention de Nora Nidam. Simplement, je voudrais juste un point d'information. L'ordonnance d'octobre 1945, que beaucoup s'attribuent, elle n'a pas été signée par Ambroise Croizat. Si on regarde le fac-similé de cette ordonnance, le ministre qui l'a signée au titre de la protection sociale, eh bien, ce n'était pas du tout Ambroise Croizat. C'était Parodi. Bon, Parodi, la grille Parodi, etc., etc. Mais par contre, celui qui a écrit le premier article de la sécurité sociale, du Code de la sécurité sociale, il est institué, etc., etc., c'était bien Georges Buisson, qui l'avait glissé dans un rapport présenté devant le Sénat à quelques semaines de la Libération. Donc, quand on dit que Force ouvrière a une responsabilité particulière dans la création de la sécurité sociale, c'est non seulement parce qu'on en est les premiers défenseurs, mais aussi parce qu'on en est les créateurs. Alors, quand je dis qu'est-ce qu'on a donc fait pour mériter ça, bien entendu, je fais allusion au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors allons-y, une année blanche, autrement dit, plus d'augmentation de nos retraites, ce qui, au passage, vous indique que le fait d'avoir fait tomber le gouvernement Barnier a quand même eu un avantage, c'est qu'on a eu une augmentation conforme à ce que prévoit le Code de la sécurité sociale, pour une fois. Et puis, quoi encore? Promesse aussi d'une hausse de la CSG des retraités au niveau de celle des actifs. Bon, on ne sait pas ce que deviendra le PLFSS, apparemment c'est quand même compliqué, mais on voit très bien où veulent nous emmener Barnier, Bayrou, Le Cornu 1, Le Cornu bis, etc. Et puis aussi, la suppression de l'abattement de 10%. Alors, je rappelle que l'abattement de 10%, ce n'est pas du tout quelque chose en rapport avec les frais professionnels. C'est un abattement général dont bénéficient tous les salariés, actifs et retraités. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était Raymond Barre qui avait fait ça, c'était quand même pas un gauchiste échevelé, loin de là. C'était simplement parce qu'il fallait mettre au même niveau de capacité contributive, excusez-moi de parler comme ça, les salariés et les non-salariés qui, eux, peuvent échapper à l'impôt par différents moyens. Et puis encore, quoi? Le doublement des franchises médicales? On va dire oui, on passe de 50 centimes à 1 euro, c'est pas beaucoup. Sauf que sur certains comptes, ça fait presque 200 € à l'année. Bon, tout ça sur un budget souvent réduit, c'est évidemment pas innocent. Alors les boomers sont accusés. C'est le ex-premier ministre, on devrait dire ex-ex-ex, qui s'est ainsi exprimé de manière d'ailleurs assez scandaleuse. C'est la première fois que, à mon sens, un Premier ministre en exercice se permet de désigner toute une fraction de la population comme étant les responsables de la mauvaise situation actuelle. Je rappellerai quand même que les retraités sont accusés, mais il est faux de dire que c'est les retraités qui plomberaient les comptes publics, en particulier ceux des retraites, parce que c'est faux. Effectivement, avec 2% de retraités en plus chaque année, les dépenses des retraités
en fait, ont augmenté très peu. Alors c'est vrai, du fait des mesures de restriction prises, durée du travail, etc., âge pivot et tout ça. Ce qui veut donc dire que les efforts des retraités, ils ont déjà été faits depuis longtemps, avec la non-revalorisation des prestations, qui, de ce point de vue-là, n'est pas que le fait de ce gouvernement, mais aussi des précédents, qu'ils soient de gauche ou de droite. Les retraités n'acceptent pas d'être les boucs émissaires, car ils participent de la solidarité intergénérationnelle, non seulement par les cotisations qu'ils ont versées pendant toute la durée de leur activité, mais aussi parce qu'ils continuent d'être solidaires. Dans une famille, on verse, on aide les enfants, les petits-enfants, etc. Certains ont estimé entre 1 500 et 2 000 euros par an, mais c'est une moyenne. Ce qui veut donc bien dire qu'il y a une véritable solidarité intergénérationnelle, mais que la base, c'est quand même la sécurité sociale. Et puis en plus, rappelons-nous quand même qu'on a payé un lourd tribut. Merci. Canicule de 2003, 5 000 décès, une grande majorité des personnes âgées. La Covid, 15 000 décès, là aussi, une grande majorité de personnes âgées. Rappelons-nous aussi qu'il y a eu pendant un temps le confinement, ce qui se traduisait pour les retraités dans les EHPAD ou chez eux par une interdiction d'accès aux urgences, parce qu'il ne fallait pas les saturer. Et puis parce que ça permettait, un argument vraiment à la con, de les préserver de la contamination de l'hôpital. Et puis il y a également, il faut ajouter aussi, le scandale des EHPAD, vous vous souvenez sans doute de l'affaire Orpea, mais il y en a eu d'autres, où les bénéfices faits par les compagnies qui géraient les EHPAD étaient extrêmement confortables, pendant que les retraités, eux, devaient se contenter de repas coûtant à peu près entre 3 et 5 euros par jour et par personne. Je veux dire, avec des budgets aussi minables, on comprend qu'effectivement, la situation des EHPAD soit catastrophique. Alors, les retraités de FEC et FO sont engagés dans tous les combats de la FEC, de l'UCR-FO et de l'ensemble des structures de la Fédération et de la Confédération. Ils n'acceptent pas d'être une variable d'ajustement des comptes publics. Ils n'acceptent pas non plus que la sécurité sociale se voit privée de 80 milliards d'exonérations chaque année, 80 milliards qui pourraient servir à régler la question des retraites, mais aussi la question de l'assurance maladie, des allocations familiales. Ils n'acceptent pas que les services publics soient mis à l'encan, que les hôpitaux, parce qu'évidemment les personnes âgées sont très demanderesses et ont besoin des hôpitaux publics, que les hôpitaux se voient demander année après année des milliards d'euros d'économies, les poussant ainsi à fermer des services d'urgence, fermer carrément des milliers de lits, et ceci d'ailleurs au beau milieu de la pandémie de la Covid. Ils n'acceptent pas non plus que la fiscalisation du financement de la sécurité sociale au profit de la contribution sociale généralisée sape les fondements de l'institution, parce que pendant ce temps-là, les entreprises du CAC 40, elles, ont reversé 100 milliards de dividendes et que pendant ce temps-là, les dépenses d'armement sont programmées pour 400 milliards à raison de 40 à 50 milliards chaque année. Le seul secteur qui voit son budget augmenter, c'est le budget de la défense. Mes chers camarades, d'autres l'ont dit avant moi, mais pour nous, pour les retraités, c'est non à la guerre. Non à la guerre parce qu'on n'en veut pas pour nous, Didier, bien sûr. je suis désolée, mais non à la guerre, je vais terminer, t'inquiète pas, je suis le dernier. Mais Merci. non à la guerre aussi pour nos enfants, parce que quand même, il faut aussi y penser. Aucune famille n'a envie de voir ses gamins partir à la guerre. Aucune famille n'a envie de voir arriver des missiles russes ou autres. On ne sait jamais, ils pourraient être américains de ces jours, mais sur des habitations de civils. Demain, plus que jamais, les retraités restent des militants, ils restent des militants actifs dans la mobilisation et dans les revendications. Donc, avec la FEC, avec l'UJD, les retraités sont à vos côtés. Et bien entendu, nous reprenons, nous aussi, le thème et la revendication essentielle, abrogation de cette loi, abrogation de ce qui est un scandale et une véritable menace pour l'ensemble de la société. Je dis bien pour l'ensemble de la société, pas que pour les retraités. Abrogation de cette loi, c'est la seule position acceptable. Qu'on l'appelle suspension, non, ça ne suffit pas. D'ailleurs, Macron l'a dit effectivement, c'est juste un décalage. Bon, eh bien, le décalage, on n'en veut pas non plus. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Abrogation de la réforme des retraites.
Vive la FECAFO, vive Force ouvrière. On ne lâche rien. Syndiquer un jour, syndiquer toujours. Merci mes camarades. C'est fini. Merci Didier. Je crois que si tu avais chanté, tu faisais comme Pierre, hein, très honnêtement, le même temps.